à tous. Alors, qu'est-ce que IBA, hein? Nous sommes ce soir dans une webinaire qui est organisée par les chapitres français IBA France et IBA Geneva. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que IBA? IBA est une association internationale qui a pour but d'organiser ou de représenter la profession, ou plutôt le rôle ou la compétence d'analyste métier ou business analyst. L'IBA existe depuis 2023 et promeut notamment ou publie notamment le livre Le Babok, qui est un guide pour tout ce qui est autour de domaines de connaissances de la pratique de l'analyse métier du business analyst. Ce Babok a été traduit depuis 2 ans en français, ainsi que les premières certifications dites ECBA, qui sont des certifications de premier niveau à la business analyse. Et les chapitres France, les associations IBA France et IBA Geneva sont des chapitres constitués sous forme d'associations professionnelles qui sont associées à IBA Global, qui est basé au Canada. L'IBA, finalement, participe à promouvoir la profession de l'analyse métier, les rôles, les compétences, les connaissances également, ainsi que les techniques que les business analysts vont utiliser dans leur quotidien de leurs activités. Nous remercions également tous nos partenaires, que ce soit IBA France ou IBA Geneva, hein. Je parle de SmartGecko, Certu, Best of Business Analyse, BPMS, la société LK, la société SMP, l'association SMP, pardon, et les écoles HEG, l'ESIA IT, ainsi que l'IAE de Clermont-Ferrand, qui sont partenaires de nos différents chapitres France et Genève. Bonsoir à tous. Je vois déjà qu'il commence à y avoir du chat qui commence à arriver. Je vous demanderai de bien vouloir laisser le son coupé, sauf si vous voulez poser une question en direct. Et Eva se fera un honneur de vous laisser la parole au besoin. Enfin, tout ça vous sera dit tout à l'heure. Alors, IBA, ben, c'est constitué sous forme de chapitres, hein, mais également, qu'est-ce que propose IBA au niveau international, hein? Des certifications. Et derrière chacune de ces certifications, nous proposons des guides autour des techniques agiles, autour de la compétence, de la pratique de la business analysis au travers du BABOK, un Business Analysis Competencies Model pour pouvoir évaluer également et définir en fait votre courbe d'apprentissage, votre courbe de progression, notamment au niveau des soft skills qui sont requis au niveau de la business analyse. Un livre également, un standard qui est le résumé du BABOK, hein, le Business Analysis Core Standard. Un guide également pour comment manager les business analysts, comment finalement manager ces moutons un peu à 5 pattes, comme on dit, euh, et comment faire en sorte qu'ils restent dans les sociétés aussi. Et enfin, un guide sur comment passer à mener, guider la stratégie vers une vision plus opérationnelle et réussir finalement la réussite de tous vos projets et de vos produits, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de projets, mais également de produits. Associé à ces différentes certifications et pratiques, hein, on retrouve également le guide autour de la business analyse, du business analyse intégré dans des projets plutôt big data ou autour de l'analyse de données. Également, le guide pour l'analyste métier qui est intégré dans des équipes ou des enjeux ou des missions autour de la cybersécurité. Et enfin, un rôle que l'on voit de plus en plus arriver aujourd'hui, enfin en Europe, mais qui existe depuis un petit moment aujourd'hui dans le monde anglo-saxon, qui est autour de Product Analysis, qui est en fait le mixte entre le product owner et l'analyse métier. Très souvent, dans différentes méthodologies agiles, on va associer, notamment Scrum, le business analyst au proxy product owner, hein. C'est un petit peu cette approche-là que l'on va voir. Et en fait, on a un rôle aujourd'hui qui mélange un petit peu les deux compétences et une certification assez récente qui a aujourd'hui 2 ans, qui propose tout cela. On reste également sur toutes les certifications core, hein, les certifications standards de la pratique même de l'analyse métier, qui sont ECBA, le premier niveau, CCBA, le deuxième niveau, et CEBAP, le troisième niveau. Pour parler des chapitres France et Genève, ben, le chapitre genevois, nous avons tous à peu près les mêmes activités, quel que soit le chapitre, hein.
L'activité du chapitre de Genève est principalement organisée autour de l'organisation de son congrès annuel. D'ailleurs, je rappelle, cette année, le congrès annuel auront lieu les 12 et 14 novembre, le 12 novembre à Genève et le 14 novembre à Lyon qui sera autour du développement durable et de la résilience des entreprises. On remercie également d'ores et déjà certains de nos partenaires euh, qui ont déjà validé leur participation. Je remercie notamment tous les shifters qui sont en France euh, à Genève, et plus généralement le Shift Project qui va participer et relayer cet événement que l'on veut relativement important. Donc le congrès, en effet, ainsi que des ateliers, comme vous le voyez ce soir, hein, des webinaires où l'objectif c'est de parler de sujets et d'autres que l'on retrouve dans notre activité, qu'on a besoin parfois de connaître ou de pouvoir suivre également. C'est un petit peu le cas de ce que l'on fera ce soir, autour de comment réussir son projet et comment amener les projets, ce que va nous présenter Eva et Raphaël. Des groupes d'études. Les groupes d'études ont pour but d'organiser ou d'accompagner les business analysts en devenir ou des business analysts qui cherchent à se certifier autour des certifications IBA. Donc, les petits groupes ont pour but d'accompagner sous forme de participation collective sur des sujets concrets qui vont permettre de dégrossir ou rendre un peu moins verbeux le BABOK et de le ramener sur des cas un peu plus pratiques, pratico-pratiques. Et enfin, un événement, une activité qui est la euh, Codo-BA, pardon, qui a pour but d'intégrer finalement et d'animer l'ABA dans les communautés de sociétés déjà existantes au sein de certaines entreprises que l'on retrouve en Suisse romande, mais que l'on peut également retrouver sur le panel français. En effet, l'IBA, hein, au travers de son chapitre, l'objectif de ces chapitres, c'est d'animer la communauté des business analysts, mais également les communautés internes aux différentes sociétés que vous pourrez retrouver chez vous. Côté français, bah, comme je vous le disais, on est à peu près sur les mêmes activités, hein, de manière générale. Tous les chapitres ont pour but de toute façon de faire connaître et reconnaître la business analyst et l'analyse métier, même si côté français, nous avons quelques particularités où nous travaillons beaucoup avec des écoles et des universités, où nous accompagnons justement des différents titres de niveau Bac+5, Master, euh, qui sont co-certifiés par l'IBA. Nous participons également sur des communautés, l'animation de la communauté, alors sur un plus gros territoire, hein, sur un territoire peut-être plus important, étant donné que nous nous sommes présents du nord au sud et de l'est à l'ouest du territoire français, et organisons également des groupes d'études. Nous avons le lead également au niveau du chapitre sur la traduction des matériaux français, des matériaux IBA en français, sur lesquels justement les bénévoles de IBA Geneva participent, hein. Il faut savoir que la traduction du BABOK en français européen est une coproduction IBA France et IBA Geneva. Voici pour parler un petit peu de ces différents chapitres. Et au-delà de ça, nous travaillons également avec d'autres associations telles que l'Open Group, qui promeut les certifications et les compétences autour de TOGAF, la FAV, qui est l'Association française pour l'analyse de la valeur, ou encore des associations telles que France Processus, qui est la communauté des professionnels, des pilotes de processus en France. Et donc, j'arrive au terme de cette présentation et je remercie une nouvelle fois Raphaël d'être ce soir. Peut-être, Eva, pourrais-tu nous rappeler de quoi on va parler ce soir, hein? Oui, bonsoir à tous. Je suis votre facilitatrice pour ce soir. Donc, pour les aspects pratiques, on va vous demander d'allumer vos caméras parce que c'est vachement plus chouette quand on présente et aussi parce que c'est une session interactive. Et pour des raisons pratiques, si vous pouvez garder le son coupé, ça évitera qu'on ait des larcènes ou des bruits étranges. Moi, je vais m'occuper du chat, je vais vous prendre toutes vos questions et je me permettrai d'interrompre Raphaël au besoin.
Donc, je viens de rencontrer Raphaël et il va nous introduire la nouvelle norme ISO 56007, la norme de James Bond. Alors, en vrai, elle est intitulée Le management de l'innovation, des outils et des méthodes de management des opportunités et des idées. Et cette norme est inspirée du best-seller de Raphaël, concevoir et lancer un projet de l'idée au succès sans business plan, qu'il nous explique. Il va donc nous expliquer pourquoi 88% des projets ne livrent pas les résultats attendus dans un délai et dans le budget prévu, malgré le retour aux outils de gestion de projet. Pourquoi, comment les business analysts et comment les business analysts peuvent tirer parti des recommandations de cette norme pour améliorer ce score peu glorieux et valoriser leur action. Comment le contenu de cette norme va changer la gouvernance des projets et des PMO. Raphaël nous va nous montrer avec un regard sans concession et beaucoup d'humour comment les projets traditionnels de gestion, les procédés traditionnels de gestion de projet ne suffisent pas pour corriger les faiblesses. Alors, dans mes recherches préliminaires, je suis aussi tombée sur un peu le passé de Raphaël. Et Raphaël, j'aimerais bien que tu nous expliques, et que tu nous présentes et que tu nous justifies ce que j'ai trouvé de toi Waouh, sur ok. Internet. Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, Eva a découvert un de mes secrets, c'est qu'on m'appelle Super Cohen, pour deux raisons. Une que je ne peux pas avouer en public, et puis une deuxième, c'est parce que j'anime un site de distribution d'histoires et de vidéos humoristiques qui s'appelle supercohen.com, où les gens peuvent s'inscrire gratuitement et se désinscrire gratuitement pour recevoir des notes d'humour chaque fois que je vois quelque chose qui me paraît mériter d'être partagé avec mes amis. Donc, effectivement, c'est une de mes caractéristiques. Sinon, mon parcours, très brièvement, je vais peut-être commencer un partage d'écran, comme ça vous permettra de voir ce que je voulais partager avec vous. Donc, moi, je suis un chef d'entreprise. J'ai commencé ma carrière comme serial entrepreneur. J'ai été business angel. On m'a demandé en l'an 2000 de créer le premier cours d'entrepreneuriat de Suisse, c'était à l'EPFL. Ce cours a eu un certain succès. Au bout de la troisième volée, il était évalué parmi les 2 meilleurs cours de l'école et l'Université de Genève m'a demandé de mettre sur pied un MBA en entrepreneurship. Et là, j'ai basculé du côté obscur de la force puisque je suis devenu prof et que je suis passionné par l'enseignement. Je me suis ensuite beaucoup intéressé à l'innovation à l'intérieur des grandes organisations, donc à l'intrapreneuriat. Et j'ai décidé de créer dans mon entreprise une unité qui se spécialise dans la formation des cadres pour en faire des acteurs du changement, pour en faire des intrapreneurs. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis beaucoup intéressé à la gestion de projet. Donc, ce que je dois aussi vous dire à mon sujet, c'est que je suis un tueur. Mon job, c'est de tuer les projets, de tuer tous les projets qui ne méritent pas d'être lancés. Donc, Eva vous l'a dit, quelques brèves statistiques sur la réussite des projets. 30% des projets sont abandonnés avant d'être lancés, 30% durent plus longtemps que prévu, 50% coûtent plus cher que prévu et seulement 12% sont réalisés dans le délai et dans le budget, ce qui signifie en fait qu'il y a effectivement 88% des projets qui déraillent. Alors, moi, j'aurais bien aimé avoir votre analyse enfin, votre opinion sur ces statistiques. Alors, ce que j'aimerais vous proposer, ceux qui ont, si vous pouvez la gentillesse de mettre en marge vos caméras, et ceux qui pensent que, en fait, ils font mieux dans leur univers, ben, vous mettez comme ça. Ceux qui pensent qu'ils font moins bien, vous faites comme ça. Et puis ceux qui non, pense être à peu près à ce niveau-là, ben, vous gardez votre doigt horizontal. Donc à 3, je vais demander à tout le monde de se prononcer. J'attends juste que tout le monde ait la gentillesse de mettre sa caméra en marche. Merci. Alors, 1, 2, 3. Exprimez-vous.
Waouh! Donc, ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, la majorité sont plutôt horizontales ou vers le bas. Donc, ça veut dire que le problème est réel et malheureusement partagé. Donc, mon analyse par rapport à ça, c'est que si autant de projets déraillent, c'est qu'ils ont été mal calibrés au départ. Donc, si on les avait mieux analysés, eh bien, on aurait été plus sélectif, on aurait eu une meilleure appréciation de l'effort requis. Et c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler. Donc, moi, j'ai une license to kill les projets qui ne le méritent pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que la norme s'appelle 56007. En fait, c'est un heureux hasard qui a abouti à ce résultat, mais au moins ça permet de s'en rappeler. Alors, quels sont les objectifs de notre séminaire aujourd'hui? Le premier, c'est de se poser les questions que les décideurs devraient se poser pour choisir ou éliminer un projet. C'est de savoir comment présenter un projet de manière convaincante, une méthode d'analyse pour vérifier que le projet tient la route, et puis surtout comment cartographier et calibrer les projets en amont. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu pour vous, mais si vous avez d'autres objectifs, d'autres attentes, euh, n'hésitez pas à me les exprimer. Moi, je suis prêt à adapter mon séminaire en conséquence. Donc, Eva, si quelqu'un s'exprime, n'hésite pas à me le dire en cours de route. C'est gentil. Je suis au poste. Magnifique. Alors, qui dit décision dit critère. Ok. Aucune décision ne peut être prise si on ne connaît pas les critères de décision. Et en général, il y a une espèce de flou artistique autour de cette question. Alors, je vais vous mobiliser maintenant et vous solliciter pour faire un petit exercice ensemble. Imaginons que vous êtes les décideurs, vous êtes les patrons d'une organisation, et vous vous dites au fond, quand j'interviewe un candidat pour un job, j'ai une checklist de questions à poser, à vérifier. Et je vais vous demander de me faire la checklist des critères à utiliser pour évaluer un projet, au lieu que ce soit un candidat. Donc, je vais vous demander de le faire sur une feuille séparée, ou plutôt, mieux encore, dans un fichier Word ou dans un brouillon d'email, parce qu'après, je vais vous demander de copier cette liste pour la mettre dans le chat, mais en bloc, pas un critère à la fois. Donc, ce que je vous demande, c'est d'établir la liste des points génériques à vérifier pour évaluer rapidement l'intérêt et la faisabilité d'un projet. Quelles sont les questions à se poser? Quelle que soit la nature du projet, ça peut être l'introduction d'un nouveau processus, ça peut être une nouvelle stratégie marketing, ça peut être un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau logiciel à introduire, etc. La seule contrainte que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus que 12 questions. Vous pouvez en avoir 3, 5, ça m'est égal, mais pas plus que 12, parce que faire une liste de 50 questions, ça c'est facile. Mais faire une liste compacte avec les bonnes questions, ça c'est beaucoup plus difficile et c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais vous laisser 3-4 minutes, parce que c'est un exercice qui devrait être finalement assez facile à faire, puisque vous êtes tous familiarisés avec les projets. Et quand je vous dirai copier-coller, je vous demanderai de mettre tout ça dans le chat et puis comme ça, on pourra comparer les listes qui ont été présentées. Donc, je vous laisse quelques minutes de travail pour faire ce petit exercice. Et si quelqu'un n'a pas compris la consigne, n'hésitez pas à vous manifester directement, même sans passer par Eva en direct. Tu nous laisses combien de temps? 3 minutes encore. 3 minutes. Très bien.
Alors, Frédéric demande, est-ce que les retours vont être partagés à tous? Oui, parce que quand vous allez le mettre dans le chat, ça sera visible par tout le monde. Donc, il ne faut pas se sentir obligé d'avoir 12 critères. Hein. Vous pouvez en avoir ce qui vous paraît juste, mais maximum 12. Bien, je vous propose de faire votre copier-coller dans le chat et comme ça, tout le monde pourra comparer. Bien, de ceux que je vois déjà, en moyenne, il y a... Ah, là, il y a quelqu'un qui a 12 projets, 12 critères. Écoutez, très intéressant, je vous remercie. Je vais partager maintenant avec vous une étude que nous avons faite et pour poser exactement cette question à des patrons d'entreprise en Europe. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a eu en moyenne 6 critères qui ont été mis en évidence, avec un minimum de 3 et un maximum de 9. Et pourquoi 6 en moyenne? Ce qui correspond à peu près à la même moyenne chez vous, c'est parce qu'en général, le cerveau humain arrive à gérer à peu près 6 à 7 critères de complexité en parallèle. Au moment où on dépasse 6 ou 7, c'est trop complexe et le cerveau essaie de simplifier. Donc, c'est assez normal. La réalité, c'est qu'un projet, c'est complexe. Et je vais vous montrer tout à l'heure qu'il faut au moins 11 critères. Et je vais vous passer une petite vidéo qui illustre ce qui se passe quand on n'a pas tous les critères en tête. Et là, vous voyez que l'écart entre 11 et la moyenne, ça veut dire de 6, ça veut dire qu'il y a 5 paramètres qui ne sont pas pris en compte en moyenne. Et c'est 5 points de trébuchement pour les projets. Donc, je passe ma petite vidéo. Elle n'est pas très politiquement correcte ni élégante, mais elle fait passer le message. Get the fuck out of my car! Put your fucking hands up where I can see them.
Voilà, donc vous avez compris ce qui s'est passé. Elle a vérifié comme critère le modèle de la voiture, la couleur de la voiture, et elle s'est arrêtée là. Elle n'a pas vérifié le numéro de matriculation pour vérifier que c'était sa voiture. Donc il suffit de manquer un critère pour se retrouver coincé plus bas. Donc la logique sous-jacente de ce dont je vais vous parler aujourd'hui est la suivante. C'est que si on veut pouvoir convaincre les décideurs, eh bien, il faut leur présenter les choses en fonction de leur vision du monde. Et pour connaître leur vision du monde, eh bien, il faut connaître leurs critères de décision. Et avant ça, ben, il faut analyser le projet en fonction de ces critères de décision. Mais si on ne connaît pas les critères de décision, on est mal équipé pour présenter un projet et les décideurs eux-mêmes sont mal équipés s'ils n'utilisent pas la totalité de leurs critères. Et la tentation, c'est d'utiliser justement un nombre restreint de critères, et c'est le problème. Donc, je vais vous présenter maintenant un modèle d'arbre de décision simplifié avec 4 questions. Et ensuite, je vous montrerai comment on arrive aux 11 questions à l'intérieur de ce modèle. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a un espoir? Et qu'est-ce que ça veut dire s'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a un espoir que mon offre soit adoptée par les clients? Et puis la deuxième question, c'est à l'intérieur de l'organisation, est-ce qu'il y a un espoir que les décideurs, les investisseurs adoptent le projet également? Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a un des deux qui ne va pas fonctionner, le projet ne pourra pas se faire. Et pendant qu'on fait cette analyse, eh bien, on va cataloguer les inconnus. Ça, je vous expliquerai dans quelques minutes. Et s'il n'y a pas d'espoir, ben, on s'arrête. S'il y a un espoir d'adoption, ben, la question suivante, ça va être est-ce que ça vaut la peine? C'est bien une des questions que vous avez presque tous posées tout à l'heure. Et est-ce que ça vaut la peine? Ben, on va comparer l'effort requis avec le succès espéré. Si ça ne vaut pas la peine, ben, on s'arrête. Et troisième question, si jamais ça vaut la peine, c'est est-ce qu'on peut gérer ou s'accommoder des influenceurs? Les influenceurs, ce sont les paramètres qui peuvent influencer la réussite du projet. Et là, il y a deux grandes familles. Il y a d'un côté les facteurs qui incluent les risques, et puis d'un autre côté les parties prenantes. Et puis la quatrième question, c'est comment et qui, avec quel investissement. Donc, il y aura des plans d'action, et ces plans d'action vont demander un investissement pour leur mise en œuvre. Donc ça, c'est une vision simplifiée et séquentielle. Et pour répondre à ces questions-là, ben, il y a tous les paramètres qui affectent le projet. Alors, tous les paramètres qui affectent le projet, ils ont été modélisés dans un tableau qui peut faire peur au premier abord, mais bon, je ne vais pas le détailler maintenant parce que ça, c'est un cours qui se donne sur 2 jours, mais ça montre les relations entre les différents paramètres à l'intérieur du projet. Donc, les décisions sont prises dans les organisations de 2 manières. Il y a la manière rationnelle, et là, je vais vous montrer un exemple de rationalité non discutable. Je vous laisse lire. Et puis, il y a la manière émotionnelle. Alors, quand on fait des pitchs dans les organisations, eh bien, c'est la manière, on joue beaucoup sur l'émotion. Et après, on essaie de trouver de la rationalité pour justifier. Donc, moi, je ne suis pas un fanatique des pitchs. Le pitch, c'est juste pour donner envie. Mais après, je pense qu'il est important de la vraie rationalité. Donc, moi, je vais vous parler de rationalité. Et je vais vous montrer les 11 questions qui se trouvent dans une annexe de la norme ISO 56007. Alors, je vais aller évidemment très, très vite. Et je vous ai parlé du modèle HIPOP. Le modèle HIPOP, c'est l'outil d'analyse qui permet de répondre à ces questions.
et vous allez avoir devant vous un arbre de décision. Donc là, à gauche, vous allez voir où on trouve les réponses dans le modèle HIPOP, mais je ne vais pas vous expliquer le modèle HIPOP parce qu'évidemment, je n'ai pas le temps de le faire en 1 heure. Je veux juste vous présenter les 11 questions et je serais intéressé d'avoir votre avis sur ces 11 questions. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des questions dont on peut se passer en tant que décideur? Est-ce qu'il y a des questions qui manquent? Donc, je vous donnerai la parole à l'issue de la présentation des 11 questions. Donc, on va y aller tout de suite. La première question, c'est est-ce qu'il y a des souffrances, besoins ou désirs pour des clients qu'on a bien identifiés et ces souffrances, besoins et désirs ne sont pas suffisamment satisfaites actuellement? Si la réponse est non, eh bien, on s'arrête. Affaire classée. À propos, l'ordre des questions est tout à fait négociable. Hein. Ce qui est important, c'est les 11 points de questionnement. Si la réponse est oui, il y a effectivement une souffrance, besoin, désir à satisfaire. La deuxième question, c'est quelle est la solution proposée et est-elle convaincante? Si la solution ne me convainc pas, bah, évidemment, je m'arrête. Si elle est convaincante, la question suivante sera est-ce que les clients ciblés vont préférer cette solution aux alternatives qu'ils ont pour le même souffrance, besoin, désir? Parce que s'ils ont une meilleure alternative, ça ne vaut même pas la peine de continuer. C'est évident et on s'arrête. Si la réponse est oui, ils vont aimer notre solution, eh bien, la question suivante, c'est est-ce qu'il y a le fit stratégique? Est-ce que ça colle avec la stratégie de l'organisation? Parce que si ça ne colle pas avec la stratégie de l'organisation, ben, il n'y a pas d'espoir que l'organisation adopte ce projet. Si c'est bon, eh bien, on continue. Et la question suivante, c'est est-ce que cette opportunité vaut la peine? Si elle ne vaut pas la peine, ce serait vraiment stupide de poursuivre. Si elle vaut la peine, la question suivante sera est-ce que les risques, les autres facteurs et les dommages collatéraux induits par cette solution sont acceptables, y compris l'interruption du projet. S'il y a trop de risques, si le projet est trop sensible, eh bien, il vaut peut-être mieux renoncer à le lancer. Si la réponse est OK, est-ce que les parties prenantes s'engagent de manière suffisante à soutenir ce projet? Parce que le nombre de projets qui capotent à cause des parties prenantes est absolument incroyable. Ben, si les parties prenantes sont en résistance, eh bien, il vaut mieux ne pas le lancer. Et puis, si c'est bon, ben, la question suivante sera, au fond, est-ce que le plan d'action tel qu'il est défini va permettre de livrer le succès annoncé? Parce que sinon, ben, il faut changer de plan d'action. Et si c'est bon, ben, la question suivante sera, est-ce que les ressources nécessaires pour ce plan d'action sont disponibles et peuvent être obtenues de manière réaliste? Alors, si ce n'est pas le cas, ben, on met le projet en veilleuse jusqu'à ce qu'on ait les ressources. Si c'est bon, la question suivante sera, est-ce qu'on a une bonne équipe? Est-ce qu'il y a une équipe suffisamment motivée et capable pour livrer le succès attendu dans ce projet? Alors, si ce n'est pas le cas, ah ben voilà, Microsoft nous dit aussi, il faut remplacer l'équipe. Donc, par contre, si on a l'équipe, la dernière question à se poser, c'est la 11e, peut-on s'accommoder des inconnus critiques qui subsistent à ce stade? Donc, les inconnus critiques, ce sont tous les points d'interrogation qui n'ont pas encore été levés au moment où on doit prendre la décision. Parce que s'il y a des inconnus trop critiques, eh bien, il vaut peut-être mieux renoncer au projet ou se donner le temps de lever ces incertitudes pour être sûr de ne pas partir à l'aveugle en terrain miné. Si la réponse est on peut s'accommoder des inconnus qui restent, eh bien, à ce moment-là, on peut lancer le projet. Donc voilà 11 questions. Est-ce que certains d'entre vous ont le sentiment que la liste qu'ils ont présentée tout à l'heure contient des questions qui ne sont pas incluses là-dedans?
Et à ce moment, je vous invite à vous exprimer directement. Il n'y a pas de question dans le Il n'y a chat. pas de questions? Bon. Alors, je pose Apparemment, on une... était tous dans le mille. Bon, alors je vous pose une autre question. Qui parmi vous avait une liste qu'il considérait tout à l'heure, avant que je le montre celle-ci, qui considérait que sa liste était complète? Est-ce qu'il y a Alors, quelqu'un qui lève la main? il y en a un qui vient d'apparaître. C'est comment prévoir les inconnus. Alors, je vais y venir. Donc, ça, c'est une autre, c'est la question suivante que je vais aborder. Mais par rapport à cette liste, est-ce que quelqu'un avait une liste qui est considérée comme complète avant que je ne montre celle-ci? Donc, ce que ça signifie, c'est que vous êtes à peu près dans la même situation que les décideurs, c'est-à-dire de ne pas être tout à fait au clair sur les critères de décision à utiliser. Et le message, c'est qu'il faut clarifier, les entreprises devraient, une fois pour toutes, définir leurs critères de décision, parce que ça permet d'introduire de la transparence dans la prise de décision et de la rigueur. Sinon, on est dans des situations qui aboutissent aux 88% de déraillement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'annexe C d'ISO 56007 recommande justement de faire ce travail préalable, de s'asseoir une fois pour toutes. Et moi, chaque fois que j'aide une organisation à le faire, c'est fait en une demi-journée. Donc, entre une demi et une journée, on se met d'accord et on peut publier la liste. Et à ce moment-là, tout le monde sait à quoi se préparer et comment se préparer pour répondre à ces questions. Alors, maintenant, la manière de répondre à ces 11 questions n'est pas totalement évidente. Et si on utilise juste la liste telle qu'elle sans avoir compris la raison d'être de chaque question et qu'est-ce qui est attendu dans la réponse, eh bien, ça va être garbage in, garbage out. Et je vais vous montrer une petite vidéo pour vous garder à vue, puisqu'on est en fin de journée, sur ce qui se passe quand on copie bêtement sans avoir compris les fondamentaux. Voilà. Donc, vous avez compris que copier bêtement, ce n'est pas une bonne idée. Donc, maintenant, je vais vous illustrer le propos, puisque la question a été posée sur les inconnus. Alors, d'abord, qu'est-ce que sont les inconnus? Il y avait 11 questions, je vais me focaliser sur une seule des questions et vous donner quelques éléments de réflexion. Alors, une inconnue, c'est ce que j'appelle l'angle mort, c'est une information qui nous manque. Et c'est notre ignorance. Et vous avez des inconnus technologiques. Est-ce qu'on peut faire l'objet dans la taille voulue, avec le niveau de performance, etc. Ça, ce sont généralement des inconnus quand on lance un nouveau produit. Il y a des inconnus de marché. Combien de personnes sont prêtes à acheter, à quel prix, à quelle fréquence, etc. Il y a des inconnus organisationnels. Quel type d'organisation je dois mettre en place pour pouvoir fournir la prestation? Il y a des inconnus de ressources. Quelles ressources je dois mobiliser, quelles compétences nous devons avoir pour pouvoir mener à bien ce projet? Puis, il y a des inconnus de parties prenantes. Est-ce que toutes les parties prenantes sont d'accord? Est-ce qu'elles soutiennent le projet? Est-ce qu'on marche sur leur plate-bande, etc., etc. Il y a des inconnus réglementaires. Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'il faut une licence, etc. Et puis, il y a des inconnus de réseau. Alors, généralement, les gens, quand ils sont face à ces inconnus, bien, ils font des hypothèses. Et qui dit hypothèse dit inconnu, parce que si on savait, on n'aurait pas besoin de faire une hypothèse. On aurait de l'information fiable. Alors, la différence entre un risque et une inconnue, parce que souvent, les organisations font la confusion. Ils font une analyse des risques. En fait, le risque
est autre chose qu'une inconnue et ISO 56007 fait vraiment cette distinction. Alors, je vais d'abord dire ce qu'est une inconnue. Une inconnue peut être réduite en obtenant l'information qui nous manque. S'il y a une inconnue réglementaire, ben, je vais vérifier ce que dit la réglementation. Puis une fois que j'ai ma réponse, eh bien, j'ai plus d'inconnue. Elle a disparu. Le risque, on ne peut pas le faire disparaître. Il existe toujours. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'en prémunir. On peut limiter les conséquences du risque. Et puis, une inconnue qui n'est pas réduite, c'est-à-dire qu'on ne lève pas, va se transformer en risque. OK? Et puis, une autre chose qu'il faut savoir, je saute le paragraphe suivant, et pardon, il y a une autre information qui manque sur cette diapositive, je pensais que je l'avais, excusez-moi, c'est que les risques ont une probabilité de survenance. L'inconnu, elle a zéro probabilité de survenance. C'est juste un manque d'information. Donc, maintenant qu'on puisse calculer la probabilité d'un risque ou pas, c'est une autre paire de manches. Mais le risque qu'il y ait une pandémie dans les 5 prochaines années, on ne peut pas le calculer. Mais il y a une probabilité que ça puisse arriver. D'accord? Le fait que je ne sais pas si le produit que j'ai inventé est brevetable, ça, c'est une inconnue. Je peux aller chercher cette information et vérifier si c'est brevetable ou si ça n'est pas brevetable. OK? Donc, j'espère que c'est clair la distinction entre les deux. Alors, ce qui se passe dans un projet, c'est qu'on fait des tests. Pourquoi on fait un test? C'est pour lever une inconnue. Si on avait l'information, on n'aurait pas besoin de faire un test. Pourquoi on fait une recherche ou une étude ou une enquête? C'est pour obtenir des informations qui manquent. Pourquoi je fais une étude de marché? C'est pour savoir ce qui se passe dans le marché. Si j'avais déjà l'information avant, que je connaissais le marché, ben, je n'aurais pas besoin de faire une étude. Okay? Pourquoi on fait un prototype? C'est pour vérifier que l'objet, une fois construit, va donner le résultat attendu. Si je le savais, de nouveau, je n'aurais pas besoin de faire le prototype. Pourquoi on fait un pilote? Ben, c'est de nouveau pour vérifier ce qui va se passer sur le terrain quand on va mettre le produit ou le service en route, etc. Et si j'ai dû faire des hypothèses, c'est qu'il y avait des inconnus. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'analyse que je vous ai présentée avec les 11 questions, ben, vous pouvez y répondre en 2 heures. Mais la fiabilité en rouge de ce que vous allez me répondre va être plutôt faible. Pourquoi? Parce que pour pouvoir me répondre en 2 heures à toutes ces questions, vous avez dû faire des hypothèses et imaginer les choses. Par contre, si vous consacrez 2 mois à répondre à ces mêmes questions, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 2 mois? Bien, vous allez lever des inconnus, vous allez obtenir des informations qui vous manquent et vous allez augmenter le niveau de fiabilité de votre analyse. Donc, quelle est la question qu'il faudrait se poser quand on est un décideur en termes d'inconnus? Quelqu'un a une idée? À la lumière de ce que je viens de dire? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'idée dans le chat, mais oui, Odilon dit que c'est très instructif, la différence entre les deux. Quelle est la part d'inconnu acceptable, le niveau de risque à prendre des inconnus? Quelle est la durée optimale d'analyse? Alors, il y a beaucoup de questions ici, mais je vais peut-être répondre à la dernière d'abord et à celle que j'ai posée moi-même dans un premier temps. La question, c'était qu'est-ce qu'un décideur devrait poser comme question? Ben, je vous l'ai donné, c'était la 11e question. Quels sont les inconnus qui subsistent à ce stade? Parce que les inconnus qui subsistent à ce stade vont me dire à quel point le projet a des possibilités de déraper. Alors, on aurait pu se dire combien de temps on a mis à analyser. Mais en fait, la durée de l'analyse n'est pas significative. Parce que si ce sont des gens extrêmement connaisseurs du sujet, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils connaissent. Si ce sont des débutants,
eh bien, il va leur falloir énormément de temps pour obtenir des informations. Donc, la durée n'est que fonction du niveau d'ignorance ou de niveau de maîtrise du sujet. Et la question qui va venir derrière, mais je vais y répondre tout à l'heure, c'est comment on identifie toutes ces inconnus. Je vais y venir. Donc, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que les inconnus dans un projet vous permettent de qualifier la vraisemblance du projet. OK? Si vous avez un projet avec énormément de grosses inconnues, ben, votre projet, il est problématique. Si vous avez pu réduire énormément d'inconnus et qu'il n'y en a plus que très peu qui restent, eh bien, vous êtes en terrain beaucoup plus stable et solide. Maintenant, la question qui va toujours se poser, c'est quel est le niveau de tolérance aux inconnus? Et ça va dépendre d'un jugement que chaque décideur ou chaque équipe de décideurs va avoir. Il y a des gens qui sont prêts à accepter un certain niveau d'incertitude, et puis d'autres qui ont besoin de tout verrouiller. Les multinationales, moi j'ai beaucoup travaillé avec Nestlé par exemple, eh bien ils veulent absolument tout verrouiller. Et ça leur prend énormément de temps parce qu'ils doivent faire étude sur étude, etc. Et ça n'en finit pas. Donc, l'idée, c'est que il faut être conscient de la présence des inconnus dans un projet parce que c'est la première raison de dérapage. Et maintenant, je vais ajouter une chose, une citation que j'aime énormément. Elle vient de Paul Valéry qui dit « Il y a plus faux que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux. » Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans les business plans, dans les business cases, dans les chartes de projet, etc. Les gens mélangent des vraies choses vérifiées avec des hypothèses non vérifiées. Et l'incapacité à distinguer les unes des autres rend la lecture extrêmement difficile. Et bon, nous avons développé un outil maintenant qui force les rédacteurs, les porteurs de projets à être beaucoup plus explicites sur ce qui a été vérifié et ce qui ne l'a pas été. Mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Mais simplement, c'est un vrai enjeu parce que quand les gens vous disent, par exemple, les consommateurs ont tel besoin, en fait, est-ce qu'ils ont vérifié qu'ils ont réellement ce besoin? Moi, j'ai vu des montagnes de projets où on m'a promis que les gens avaient certaines souffrances, besoins ou désirs, puis en fait, ça n'a jamais été vérifié. Puis quand on était sur le terrain, il n'y avait pas. Donc, attention à ces affirmations un petit peu péremptoires sur, sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les décideurs, vous verrez que mes diapositives sont à moitié en français, pardon, à moitié en féminin et à moitié au masculin, par souci d'égalité. Donc, les décideuses doivent connaître toutes les inconnues critiques ainsi que l'effort requis pour les réduire. Et ça leur permet d'avoir une appréciation correcte sur les dangers du projet qui leur est présenté. Donc, cataloguer les inconnus, c'est le meilleur moyen d'éviter des échecs. Et là, de nouveau, ISO 56007 vous l'explique. Je vous ai juste copié le passage concerné. Vous disposerez de ces supports, donc je ne vais pas le lire maintenant, parce que moi, je cours contre la montre. J'ai juste 1h15 pour vous dire plein de choses et je suis malheureusement limité, donc je continue au pas de course. Pardonnez-moi. Donc, le défi, c'est d'identifier le plus d'inconnus possible le plus tôt possible. Et là, malheureusement, ISO ne donne pas de recette pour le faire, mais elle recommande un outil qui est le modèle HIPOP, dont je vous ai parlé, qui permet d'identifier les inconnus. Je ne dis pas qu'elle les identifie toutes, mais il en identifie beaucoup plus. Donc, la démarche qui est proposée, c'est la suivante.
on fait une analyse hip-hop qui va aider à identifier les inconnus et qui va produire un dossier d'opportunité. Le dossier d'opportunité, c'est le moyen de présenter un projet à des décideurs et je vous en parlerai dans un petit moment, mais partons du principe que c'est l'équivalent d'un business case ou d'un business plan. Et ce document va justifier pourquoi le projet est intéressant, mais en même temps, il va donner la liste des inconnus critiques dont on devrait s'occuper. Et il va dire quelles sont les ressources nécessaires dont on a besoin pour pouvoir lever ces inconnus. La direction, enfin les décideurs vont dire au fond, ce projet nous intéresse, on ne peut pas vivre avec les 15 inconnus critiques qui sont là, il y en a 12 pour lesquels on veut des réponses, et on va allouer des ressources juste pour lever ces 12 inconnus ou 11 inconnus, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça va permettre, avec l'information récoltée en levant ces inconnus, de faire une mise à jour du dossier d'opportunité, ce que ISO 56007 appelle un concept case. Et à partir de là, les décideurs vont pouvoir dire, au fond, on lance ou on fait une boucle arrière. On va avoir, il y a d'autres inconnus qui nous préoccupent toujours et on n'est pas encore prêt à lancer. Mais s'ils sont satisfaits, ben, ils vont allouer un deuxième paquet de ressources B qui permettront cette fois de lancer le projet. Donc en réalité, ce qui va se passer quand les gens passent un projet à la moulinette du modèle hip-hop, eh bien, ils vont produire deux plans. Un plan de réduction des inconnus et un deuxième plan qui est pour livrer la définition du succès, c'est-à-dire livrer le projet lui-même. Et la liste des inconnus critiques va permettre de déterminer les ressources qu'il faut allouer en temps, en compétences et pour quelle durée. Et c'est ça qui va permettre de faire un meilleur calibrage du projet. Et de nouveau, l'annexe B de 56007 explique tout ça sans le graphique que je viens de vous présenter. Donc là, je vous en ai mis 3 pages pour les amateurs. Donc, pour avoir une meilleure séquence d'analyse de projet, l'idée, c'est de cataloguer autant d'inconnus critiques que possible, évaluer l'effort et l'argent. Je répète ce que je vous ai déjà dit, mais je veux être sûr que c'est bien compris. Et choisir ensuite la séquence optimale qui minimise la consommation de ressources. Alors, je vais vous raconter un exemple que j'ai vécu. Enfin, je vais d'abord finir ça, pardonnez-moi. Donc, on choisit la séquence optimale, on vérifie que le total des ressources qu'on a prévues est supportable, parce que si ça va consommer trop de ressources et qu'on n'a pas les moyens de les avoir, ben, autant ne pas commencer pour se retrouver à court de ressources à mi-parcours. Et puis la dernière étape, quand on a fait la séquence des ressources, c'est de prévoir un plan de go, no go. Si j'ai une réponse non satisfaisante, quand je m'arrête en levant mes inconnus. Et ça, c'est un plan de go, no go. Alors, je vais vous raconter un petit exemple que je trouve intéressant, situation vécue. On m'a proposé de travailler sur un projet de commercialiser un engin que je trouve en soi particulièrement intéressant. Je vous explique de quoi il s'agit. Quand un avion atterrit sur la piste d'atterrissage, il arrive au bout de la piste et puis il doit rouler jusqu'au terminal. Et pour rouler, il utilise ses réacteurs. Et ces réacteurs, bon, il va rouler peut-être à 50 km/h. Et ces réacteurs, ils sont faits pour rouler à 1000, enfin pour voler à 1000 km/h. Donc en fait, on utilise c'est la même chose qu'utiliser un lance-flamme pour tuer un moustique, totalement disproportionné. Donc consommation de kérosène totalement excessive, pollution, bruit, nuisance
très mauvaise idée, mais c'est ce qui se passe dans les aéroports. Donc, il y a une société qui a conçu un camion qui qui attend l'avion au bout de la piste d'atterrissage et qui clip, dans lequel le train d'atterrissage vient se clipper. Et ce train d'atterrissage va permettre au camion de tirer l'avion. Et pour éviter tout problème et tout risque que le conducteur du camion soit maladroit, les contrôles du camion passent chez le commandant de bord qui peut, avec son joystick, piloter le camion devant. Et donc, c'est toujours le commandant de bord qui a la maîtrise de son avion et qui ne délègue pas ça à qui que ce soit. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'engin soit certifié compatible Airbus, certifié compatible Boeing. Ils ont construit un prototype magnifique qui a été mis en œuvre à l'aéroport de Francfort. Ça a coûté des dizaines de millions de mise au point de cet engin, mais l'utilisation de l'engin en soi est très rentable. Elle permet de réduire les consommables et de réduire en plus les nuisances, parce que j'ai oublié de vous dire que le camion fonctionne avec de l'énergie solaire. Donc, plein de vertus, excellente idée, brillantissime. Le problème, c'est qu'ils n'en ont vendu aucun. Et peut-être que quelqu'un d'entre vous peut me dire pourquoi. Où est le bug? Les pilotes sont contents, les passagers sont contents, l'aéroport est très content de voir ce système, les compagnies d'aviation sont très contentes parce qu'elles font des économies. Donc, tout ça va très très bien. Donc il n'y a aucun problème avec l'engin lui-même. Il y a un petit problème ailleurs. Est-ce que l'un Alors, dans d'entre le chat, vous... on nous dit des exigences légales. Non, aucun problème réglementaire. Je tiens à signaler qu'il y a au moins un amateur d'aviation dans le chat. Donc on va se démener, on va trouver la solution. Je vous écoute. Alors, personne ne se jette à l'eau? Le coût, Non, les assureurs, non, aucun problème de coût. Je vous dis, c'est rentable, donc le coût est OK. les camionneurs sont syndiqués. Aucun problème. Ils vont pouvoir jouer aux jeux vidéo pendant que le pilote... Est-ce que ça règle un vrai problème? Oui, le problème de gaspillage de kérosène et de le bruit, la pollution, etc. La confiance? Aucun problème. Certifié, ça marche, testé. Bon, ben, je vais vous donner Au- la réponse. Aucune plus-value. Si, grande Moi, j'ai plus-value. un problème de responsabilité entre les pilotes et le Non, staff non, qui veut aucun pas de problème. bruit. Non, tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est réglé. Non, le vrai problème, c'est qui fait l'économie et qui doit acheter l'engin. C'est la compagnie d'aviation qui économise le carburant et c'est l'aéroport qui doit acheter l'engin. Et pour que l'aéroport puisse facturer un supplément pour justifier l'amortissement du camion, il faut que l'aéroport augmente les taxes d'aéroport. Et ça, c'est un sujet tabou. Pourquoi? Parce qu'il y a des comparaisons internationales entre les aéroports où on compare les taxes d'aéroport. Donc, on ne peut pas. Et à cause de ça, eh bien, ils n'ont pas pu vendre une seule pièce. Quel est l'enseignement à retirer de cette histoire vraie? D'accord? C'est qu'il y avait deux grandes inconnues. Une inconnue technique, faisabilité, et pour ça, il fallait construire le prototype certifié, Boeing, Airbus, etc. Il y avait une deuxième grande inconnue, c'est l'inconnu commercial. Comment on commercialise l'engin? Alors, la première inconnue, elle a coûté quelques dizaines de millions pour la lever et vérifier que ça marche. Et la deuxième inconnue, elle aurait coûté 100 ou 200 000 francs ou euros d'études de marché. Laquelle il aurait fallu faire en premier? Hein, raisonnablement, s'ils avaient catalogué toutes les inconnues, eh bien, ils auraient dû commencer par l'inconnu commercial, parce qu'ils auraient dépensé 100 000 ou 200 000 euros
et ils se seraient arrêtés. Mais en fait, comme ce sont des ingénieurs, ils ont commencé par l'inconnu qui les intéresse, l'inconnu technique. Et ils ont dépensé des dizaines de millions d'euros pour se retrouver le bec dans l'eau. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer que si on veut avoir la bonne séquence d'inconnus, il faut cataloguer toutes les inconnus au départ. On ne peut pas s'amuser à les prendre une à une au fur et à mesure qu'on y pense. Et c'est ça l'objectif du modèle hip-hop, c'est d'aider les gens à faire ce catalogue aussi complet que possible pour ne pas tomber dans le piège que je viens de vous décrire. Alors, comme je suis sympa, je vais quand même vous donner la fin de l'histoire de cet engin. C'est qu'ils ont heureusement, par coup de chance, trouvé un client. Le client, c'est les aéroports chinois. Pourquoi? Parce qu'en Chine, l'aéroport appartient à la même personne que les compagnies d'aviation. Et ça, c'est ce qui leur a permis de sortir de l'ornière. Donc, il y a une belle fin à l'histoire. Vous allez voir ces engins-là, ils sont en cours de construction. Je pense d'ici quelques mois, années, enfin, je ne sais pas dans quel délai. Mais c'est juste pour vous montrer que la séquence de réduction des inconnus, elle est déterminante. Il faut se poser les bonnes questions en amont. Okay? Donc, le modèle hip-hop, c'est un outil qui aide à identifier et cartographier les inconnus. Donc, il peut être utilisé de manière itérative, c'est-à-dire que vous allez commencer à réduire une inconnue, puis ensuite, vous allez revenir à aller plus en profondeur, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une série d'utilisations. Je ne vais pas vous les commenter maintenant. Vous les trouverez dans les diapositives. Donc, l'utilité du modèle hip-hop, c'est qu'il donne une vision holistique de tous les paramètres à prendre en compte dans un projet et qui va permettre, en se posant les questions du modèle, par le questionnement auquel il invite, d'identifier les inconnus ainsi que le plan d'action à mettre en œuvre pour lancer le projet par la suite. Alors, une fois qu'on a fait cette analyse, vient la question, comment convaincre les décideurs? Okay. Et là, moi, j'ai appris une chose, c'est que la manière de présenter les choses fait quand même une grande différence. Alors, ISO dit, il y a fondamentalement deux manières de présenter des projets aux décideurs. La première, c'est l'approche traditionnelle, c'est le fameux plan d'affaires, le business plan, qui est un document qui va faire une cinquantaine, 30 à 60 pages. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Il répond aux questions suivantes. Il dit, de quoi parle-t-on? Pourquoi ça vaut la peine et c'est intéressant? Qui va le faire? Combien ça va rapporter? Combien ça va coûter? Et comment on va le faire? Le business plan, il vous donne plein de détails de mise en œuvre. Et moi, mon observation en tant que business angel, c'est de dire, mais moi, ça ne m'intéresse jamais de connaître les détails du comment avant d'avoir décidé de lancer le projet. Donc moi, ce que je faisais en lisant un business plan, c'est que j'enlevais tout ce qui était détail de mise en œuvre pour essayer d'en extraire la substantifique moelle. Et là vient la deuxième approche qui est proposée par ISO 56007, qui est aussi celle du modèle hip-hop. C'est ce que j'appelle le dossier d'opportunité, ce que ISO appelle le concept case, et qui répond aux questions suivantes. Il y a aussi le quoi, le pourquoi, le qui. Il y a une vague idée du combien, mais il y a zéro comment. Et on fait un plan, un document séparé sur le comment, qui est un plan de mise en œuvre, qui lui va dans le détail du comment, sans s'embarrasser de justification, et qui donne le détail du combien. Parce que ça ne sert absolument à rien de s'intéresser à la mise en œuvre si on n'est pas déjà convaincu par le dossier d'opportunité.
Donc, un dossier d'opportunité, c'est un document qui va faire 5 à 10 pages. Il va à l'essentiel et ne s'embarrasse pas de détails opérationnels. Donc, vous avez de nouveau dans ISO 56007 l'explication de ce qu'ils appellent rédiger une proposition et il explique les deux modèles, le business plan et le modèle en 2 temps, qui est celui que je viens de vous présenter. Premier temps, c'est le dossier d'opportunité, concept case, et deuxième temps, un plan d'action. Le dossier d'opportunité qui est annexé dans ISO 56007, c'est la copie presque conforme du dossier d'opportunité du modèle hip-hop et qui s'appuie sur toute la logique de l'architecture que je vous ai présentée tout à l'heure et que je n'ai pas commenté. Donc, je vous ai mis dans le support, pour ceux que ça intéresse, les 25 questions qui pourraient figurer dans un dossier d'opportunité. Okay. Maintenant, la manière d'y répondre, il faut comprendre la logique sous-jacente parce que sinon, bah, évidemment, on risque de répondre à côté de la plaque. Donc, philosophiquement parlant, ce que je vous décris, qui est vraiment l'approche que ISO suggère, c'est de commencer par l'analyse du projet. Alors, vous pouvez utiliser le modèle hip-hop ou autre chose, et cette analyse vise à identifier les inconnus. Une fois que vous avez fait ce travail, eh bien, c'est un jeu d'enfant de rédiger un dossier d'opportunité. Ça se fait en une journée, peut-être maximum 2 journées. Alors que rédiger un business plan, c'est un travail de longue haleine qui prend souvent bien plus longtemps. Mais vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez, au lieu de rédiger un dossier d'opportunité, vous pouvez rédiger le même business plan que vous avez l'habitude de faire. Mais l'idée, c'est qu'on commence par analyser avant d'écrire quoi que ce soit. Alors que la plupart des gens, ce qu'ils font, ils utilisent le business plan comme guide pour écrire. Et ils écrivent au moment où en même temps qu'ils réfléchissent. Donc en fait, ils utilisent plutôt je suis mal exprimé, ils utilisent le texte écrit comme guide de réflexion. Et ça, c'est franchement pas très efficace. Parce que quand on a écrit 15 pages de son business plan, puis qu'on réalise après coup que tiens, il y a quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte et qu'il faut retourner, changer ce qu'on a écrit, ça, c'est super douloureux. Et on ne le fait pas très facilement et on va finir par tordre la réalité pour essayer d'éviter de réécrire le truc. Donc, la philosophie que je recommande, c'est d'abord on analyse, ensuite on rédige, et à vous de choisir le document que vous voulez utiliser pour présenter, vendre votre projet. Maintenant, si vous mettez en place cette philosophie dans une organisation, là, il y a plein de travail pour des consultants, c'est de travailler la gouvernance de gestion des projets. Alors, je vais vous présenter maintenant un modèle de gouvernance. C'est un modèle qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas mentionné dans ISO parce que ISO n'est pas allé aussi loin. Étape numéro 1, la direction générale définit les critères de décision de l'organisation. Un atelier et c'est fait. Deuxième étape, les critères de décision sont publiés pour que tout le monde puisse savoir comment la décision sera prise et se préparer en conséquence. La direction devrait aussi faire un template adapté aux critères de décision qu'elle a choisis. Donc, elle peut s'inspirer de celui que je vous ai présenté et l'adapter. C'est ce qu'on a fait, par exemple, au HUG, hôpitaux universitaires genevois, il y a un certain nombre d'années. Et demander que tous les projets soient présentés avec ce dossier d'opportunité, avec ce template. Et là, si on veut vraiment faire les choses avec finesse, c'est de dire aux gens, vous ne pouvez présenter qu'une seule fois. Ça veut dire qu'on ne va pas vous poser des questions en vous disant allez vérifier tel point et revenez.
parce que ça, c'est une perte de temps absolue. Ce qui se passait dans... Moi, j'ai beaucoup travaillé au HUG et dans d'autres hôpitaux. Typiquement, quelqu'un vient et dit, bah, moi, j'aurais besoin de tel nouveau rayon X ou machine, imagerie, robot, machin, etc. Et il présente 3-4 diapositives pour justifier que c'est une excellente idée. Puis là, la direction dit, non, mais attendez, on a besoin de savoir combien de patients sont concernés, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va coûter, etc., etc. Et le médecin qui fait la demande repart avec ses questions, puis revient présenter. Puis là, il y a de nouvelles questions qui viennent. Oui, mais où on va le mettre, qui va le faire fonctionner, quelles sont les compétences requises, et ainsi de suite. Et puis, il y a des allers-retours comme ça. Et en fait, c'est une perte de temps. Mais au moment où vous avez donné tous les critères, parce que vous les avez publiés, que vous avez donné la liste des points que chaque demandeur doit présenter, eh bien, les gens, ils se préparent en conséquence. Et vous leur dites, répondez correctement à toutes ces questions parce que vous n'aurez pas une deuxième chance. Et là, c'est brutal parce qu'ils se préparent réellement et convenablement. Et l'intérêt de cette approche, c'est qu'il y a plein de choses qui ne sont même plus présentées aux décisionnaires parce que les gens qui répondent aux questions se rendent compte que ça ne passera jamais la rampe, qu'ils n'ont pas un dossier suffisamment solide. Donc, c'est un effet d'auto-élimination des projets qui permet de n'avoir que les projets qui valent vraiment la peine qui sont présentés. Maintenant, pour que tout ceci fonctionne, eh bien, il faut enseigner comment présenter un projet conformément au template de dossier d'opportunité qui a été choisi. Et c'est aussi ce que nous avions fait au HUG à l'époque. Et après, ben, il n'y a plus qu'à appliquer une gouvernance qui fait respecter tout ça et qui fait en sorte que toutes les demandes sont évaluées sur ces critères et seulement sur ces critères. Et puis, si on en trouve d'autres après coup, eh bien, on modifie et on adapte et on améliore. Mais la règle, c'est d'être systématique et rigoureux pour éviter d'être envahi de projets. Donc, ce que je vous ai présenté sont quelques exemples de pratiques d'excellence contenues dans ISO 56007. Il y a quelques autres outils qui peuvent vous être utiles, mais je ne vais pas les commenter maintenant parce que je ne peux pas tout faire dans le temps qui m'a été accordé. Mais je vous signale qu'il y a toute une partie de la norme qui dit comment on trouve des idées, comment on trouve des opportunités, quels sont les champs à explorer, quelles sont les choses qu'on peut faire pour faire émerger des idées. Et puis, il y a un processus systématique, structuré, qui consiste à dire, au fond, il y a 4 phases. La première phase, c'est l'identification. Tout ceci est expliqué, détaillé dans la norme. Ensuite, à partir de l'idée qu'on va avoir, qui est l'identification, comment on va créer le concept autour de cette idée. Ça va être par exemple en mélangeant plusieurs idées ensemble, enfin, tout ce travail d'élaboration. Et puis, il y a l'identification des inconnus euh, qui, doivent, qui doivent être levées, et elles peuvent être levées par des prototypes, par de la recherche, etc. Typiquement, le design thinking, que certains d'entre vous connaissent certainement, c'est un outil pour lever des inconnus. Mais il ne couvre pas la totalité des inconnus d'un projet, mais juste une partie. Donc, on ne peut pas s'offrir le luxe de ne s'en tenir qu'au design thinking, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont parties tête baissée sur le design thinking, qui a plein de vertus, mais qui l'utilisent mal. Et parce qu'ils l'utilisent mal, ils passent à côté d'autres paramètres qui vont affecter la réussite du projet. Donc, à part le testing qui est la levée des inconnus, il y a finalement la sélection des concepts et des projets qui méritent de l'être. Et là, c'est choisir les critères qu'on va utiliser, etc. Donc, voilà en gros ce que peut faire ISO 56007 pour vous. Je vous ai parlé de la norme ISO et je vous ai parlé du modèle HIPOP. Si certains d'entre vous sont intéressés par le modèle HIPOP, qui est l'outil pour identifier les inconnus,
Eh bien, j'ai une grande nouvelle. Il y a un livre en espagnol qui vous explique comment utiliser le modèle hip-hop. Bon, il y a aussi un livre en français qui s'appelle Concevoir et lancer un projet, qui a été publié une première fois en 2006 et une deuxième fois en 2016, qui est avec une version bien plus élaborée. Et il y a une nouvelle version en anglais qui va sortir le 17 août, qui s'appelle Pre-Project Excellence, euh, qui dit comment utiliser et le modèle hip-hop en complément de la norme ISO pour pouvoir maximiser la réussite de ces projets. Donc, en cas d'intérêt, ça, je fais ma petite minute de pub pour ceux qui pourraient être intéressés d'aller plus loin dans ce que je vous ai présenté. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire. J'ai plein d'autres choses que je peux ajouter, mais je vais peut-être laisser la place aux questions en précisant quand même préalablement que euh, le service après-vente continue. Voici vous avez mes coordonnées, vous les aurez aussi sur la présentation sur la première page, sur le PDF que vous allez recevoir. Et il ne faut pas hésiter, je suis un passionné du sujet, donc je suis à votre disposition. Donc on peut peut-être commencer Alors, par les questions. ouais, on a une première question de Gilles. Est-ce que le projet des trois Suisses contre les Habsburg aurait passé le modèle hip-hop? Gilles, est-ce que tu veux ouvrir ton micro pour nous donner un petit peu de contexte? Ah bah, je suis sûr que tout le monde a compris, non? Bah, alors, je suis l'ignorante de service. Salut. Raphaël a compris d'après le sourire. Je me réjouis de savoir ce que tu vas expliquer. Non, non, mais enfin, il y a la moulinette, enfin, le modèle hip-hop est tellement rigoureux, et comme tu l'as expliqué pour les HUG, ça fait qu'il y a pas il y a plein de projets qui passent pas. Mais il y a beaucoup de projets où on a un feeling que ça va faire quelque chose, mais on peut pas le formaliser. Donc, enfin, les trois Suisses, voilà, enfin, la Confédération suisse, née en 1291 pour faire face aux Habsbourg. Ça paraît complètement fou. Ou alors les pères fondateurs des États-Unis contre l'Empire britannique. Il n'y a aucune chance que ça passe. Enfin, je pense pas, je pense pas que ça passe les questions dans le modèle. Et pourtant, ça a Alors, passé. et pourtant, ça a marché. Oui. Voilà. Alors, je peux peut-être même ajouter un troisième exemple, c'est l'iPad. Parce qu'au moment où Steve Jobs a lancé son iPad, presque tout le monde a dit, mais à quoi ça sert ce truc? Mhm. Ça ne remplace pas un ordinateur et ça, ça ne remplace pas un téléphone. Et plein de gens ont estimé que c'était une très très mauvaise idée. Je me souviens très très bien des articles qui disaient mais c'est nul, pourquoi il va se planter? Et en fait, il ne s'est pas planté du tout. Il a eu enfin, il a eu raison parce que la tablette maintenant c'est devenu un objet pratiquement incontournable. Mhm. Donc la vraie question maintenant, si on avait passé, on va peut-être pas aller jusqu'au Habsbourg, mais prenons l'iPad comme Ah, mais exemple. j'ai fait exprès de ne pas prendre un truc technologique. Enfin, Ouais, mais enfin, mais en fait, c'est pas la technologie de l'iPad qui compte, c'est son utilisation qui est intéressante. C'est l'originalité de l'iPad, c'est ce qu'on peut en faire en tant qu'utilisateur. C'est pas ce qui est dedans. Donc, toutes les questions du modèle hip-hop, elles restent pertinentes. Par contre, il y a un moment donné dans le modèle hip-hop où il y a des réponses. Et ces réponses, il y a un jugement à avoir sur euh, est-ce que la réponse qui m'a été donnée tient la route ou pas. Et là, c'est du jugement. Mhm. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on n'a jamais toutes les réponses. Le modèle hip-hop, il va amener des questions. Il faut qu'on puisse prendre des décisions en connaissance de cause, en disant, je ne sais pas si les clients vont réellement adopter cet objet,
Mais mon feeling me dit que euh, ça va leur plaire. Mhm. Et mais au moins, je me suis posé la question. Et j'ai accepté que c'est une décision dans l'incertitude. Ce qui est mauvais, c'est de prendre une décision sans même être conscient qu'on a une inconnue sous-jacente. Oui, je comprends très bien. C'était juste par rapport à, à ton dernier exemple avec juste un essai et enfin c'est peut-être un peu beaucoup. Un essai, pardon, j'ai pas compris. On peut présenter une seule fois le projet. Ah, d'accord, ouais. Et puis donc on a une seule tentative, donc du coup les gens ils essayent même pas parce que enfin, il y a Oui, beaucoup ça de c'est gens par qui essayent. délire. Ceci Alors, dit, le modèle est excellent et se poser ces questions, c'est super. Euh, faut juste faire un peu attention à pas l'appliquer. avec trop de Un peu rigueur, trop. d'accord. Alors, je vais peut-être ajouter une chose, c'est que les décideurs, ils ont toujours, eux, la liberté de dire on fait une nouvelle itération. Mais il faut que les gens qui présentent aient le sentiment que c'est leur seule chance. Parce que sinon, ils vont venir en ayant fait un travail bâclé, en se disant ils vont me donner une deuxième chance derrière. Et ça, c'est malsain. Donc moi, je demande qu'ils soient aussi rigoureux que possible au départ, mais on peut faire preuve de gentillesse, je dirais, de bienveillance après, si la direction estime qu'il ne faut pas être trop dur à ce moment-là. Mhm. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Mais merci pour la question intéressante. Ben, merci pour la présentation. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Alors, il y a des commentaires disant que la présentation est très intéressante avec Merci. avec des détails sur la présentation. Je te laisserai lire tous ces éloges euh, à tête reposée. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors moi j'en ai une en attendant que les autres questions arrivent. Quel est le principal facteur qui pondère ces questions? Parce qu'il y a certaines industries qui ne fonctionnent qu'avec le risque. Tout l'économie des startups et tout va très bien. Plus l'entreprise grossit, plus les gens veulent lisser les risques et prendre moins de responsabilités. Donc, ils vont prendre beaucoup plus de temps pour lever des inconnus. Euh, j'ai vu aussi des entreprises qui ne fonctionnaient qu'avec la bottom line. Quel est l'impact du projet sur la bottom line? Et on ne part qu'avec ça, quasiment. Et tu as vu des tendances et des choses qui faisaient euh, qu'il y avait des décideurs qui fondamentalement shiftaient les questions dans un ordre ou l'autre? Alors, moi, je n'ai pas vu de trend dans ce sens-là. Je suis très fâché avec une manière de faire qui s'appelle le one page, où les décideurs veulent qu'on leur présente tout sur une seule page. Et je trouve que c'est extrêmement réducteur face à la complexité d'un projet de s'attendre à ce qu'on puisse mettre tous les points importants sur une seule page. Donc, en termes de gouvernance, euh, il y a d'un côté la volonté des dirigeants de consacrer peu de temps, et en même temps, ils ne veulent pas faire d'erreur. Et on ne peut pas concilier ces deux choses. Donc, maintenant, moi, ce que je recommande dans les organisations, c'est d'avoir un dossier d'opportunité qui va vraiment au fond des choses. Ce document, il doit être évalué par un comité qui est responsable de creuser et d'analyser tout le détail du projet. Et ce comité doit donner une recommandation et mettre l'accent sur les points auxquels les décideurs devraient prêter attention. Et à ce moment-là, la direction reçoit une version light du dossier d'opportunité parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir tous les détails. Et il y a la recommandation avec les points sensibles. Cette recommandation vient du comité d'évaluation qui, lui, a été au fond des choses. Mais ne pas avoir une personne qui va au fond des choses, c'est amener la direction à prendre des mauvaises décisions parce qu'elle n'a jamais le temps de creuser.
Et je vais donner un exemple pour illustrer le propos, c'est que si on prend l'analyse des risques fait inévitablement partie du dossier d'opportunité. Mais aucun comité de direction ne va consacrer du temps à prendre chaque risque pour le vérifier individuellement et l'évaluer correctement. Et savoir si les mesures préventives de chaque risque ont été pensées correctement. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mâche le travail en amont et qui permette à la direction de faire son travail, qui est de décider sur le projet dans son ensemble, mais sans aller dans une granularité de micromanagement qui est impossible. Donc, pour revenir à la question initiale, qui était au fond, est-ce qu'il faudrait pondérer ces questions et ces facteurs? Ben, moi, je suis allergique à la pondération et c'est la seule chose que j'ai apprise dans mon cours de statistique à l'université. Notre prof nous a dit un truc. Ce n'est pas la seule chose que j'ai apprise, c'est la seule chose qui m'est restée. Pardon, je corrige. Il a dit, si vous prenez un homme et vous lui mettez la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, la température moyenne sera toujours de 37 degrés. Et ça ne sert absolument à rien d'essayer de pondérer les morceaux du corps parce que la réalité, c'est qu'il sera mort. Donc, essayer de pondérer l'ensemble des paramètres d'un projet, c'est aussi efficace que de dire je vais donner une pondération aux organes du corps. Et je ne vois pas pourquoi les poumons auraient un facteur 2, le cœur 3, le cerveau 5, d'où sortent ces chiffres. Donc la pondération donne un faux sentiment de sécurité parce qu'on introduit quelque chose de totalement arbitraire et non justifié qui amène à une décision qui a l'air d'être logique. En fait, il y a tellement de paramètres faux dedans qu'on a l'illusion d'avoir pris une décision intelligente. Donc, moi, je dis, il faut conserver sa capacité de jugement pour appréhender la complexité dans son ensemble et ne pas prendre des raccourcis en disant, par exemple, il n'y a que le bottom line qui compte. Parce que s'il n'y a que le bottom line qui compte, il y aura peut-être des effets collatéraux du projet qui vont être dramatiques. Et ça, on n'a pas le droit de l'ignorer. Donc, ce n'est pas que le bottom line. Ouais. Alors, merci pour cette réponse. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Olaf, bonne soirée. Donc, la question d'après, c'est combien de décideurs sont prêts à suivre cette démarche? Ou est-il souvent question de pouvoir et d'ego? Certes, une question de maturité de l'organisation, mais tous ne sont pas Nestlé ou le HEG ou le HUG. Alors, c'est une super question. La question, c'est combien il y a de décideurs qui veulent faire les choses avec rigueur comparé à leur génie et leur intuition, etc. Alors, maintenant, quand on regarde les statistiques de réussite des projets, je pense que les statistiques parlent pour elles-mêmes. Si 88% des projets déraillent, c'est que quelque part, l'intuition n'a pas suffi. Si 30% des projets sont interrompus avant d'être terminés, ça signifie que des ressources ont été allouées à des projets qui n'auraient pas dû être lancés. Alors, je ne dis pas qu'on aurait tous pu les empêcher au départ, mais allez, je dis n'importe quoi, peut-être que la moitié d'entre eux. S'il y a 15% des projets à qui on a alloué des ressources à tort, ça signifie que ces ressources n'ont pas été utilisées à bon escient. Et ça, c'est un crime de lèse actionnaire. Parce que les actionnaires, c'est leur argent qui a été mal dépensé. Donc, si les actionnaires tolèrent que leur argent soit mal dépensé, avec ma bénédiction. Mais moi, je pense que dans un monde de ressources limitées, on devrait pouvoir être aussi rigoureux dans la prise de décision de lancement de projet qu'on l'est dans tous les autres secteurs de l'entreprise. Et je vais aller même plus loin, peut-être qu'on va me qualifier d'abominable socialiste, j'en sais rien, peu importe. C'est que cet argent qui a été mal dépensé,
Moi, j'aurais préféré qu'il soit utilisé pour mieux rémunérer les collaborateurs de l'entreprise. Parce que quand on leur dit il n'y a pas d'argent pour mieux vous payer, moi, j'accepte cet argument. Je suis un chef d'entreprise, mais il faut au moins que l'argent ait été bien utilisé. Parce que s'il a été mal utilisé, ça veut dire qu'on aurait pu utiliser cet argent de manière plus pertinente. Donc la question de qui est prêt à le faire, ben, toute personne qui est bienveillante envers son organisation et envers ses actionnaires. Ceux qui ne sont pas prêts à le faire, c'est qu'ils sont prêts à conduire à piloter un avion sans les instruments de bord et puis à dire, moi je suis Rambo et le roi du monde et je gère tout sans avoir besoin de faire les choses avec rigueur. Mais moi, je n'ai pas envie d'investir mon argent dans l'entreprise. J'ai une autre question d'un certain Claude. Un Monsieur petit Claude. nouveau. Ouais, un petit nouveau qui est dans le coin. Est-ce qu'une opportunité avec trop d'inconnus peut être écartée à tort par l'initiateur car il n'y a pas assez de temps pour traiter suffisamment avec le temps disponible pour cette opportunité? La réponse, elle est clairement oui. Peut-être qu'elle serait écartée à tort euh, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller rechercher l'information. Avec un peu de chance, ça passe, mais avec pas de chance, ça casse. Et ça, c'est un choix, ça dépend de la tolérance à l'échec qu'on peut avoir. Il y a des gens qui ont une très haute tolérance à l'échec, ils font tête baissée. Moi, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose que je leur demande, c'est de le faire en connaissance de cause et de ne pas partir tête baissée sans s'être posé au moins les bonnes questions en amont. Et ça vaut 1 ou 2 jours de travail d'analyse pour au moins avoir les questions. Et après, on dit, OK, moi j'accepte de me jeter à l'eau là-dedans. Euh, c'est la même chose que de sauter dans un torrent, dans l'eau, dans un torrent, et de dire, ben, avec un peu de chance, il n'y aura pas de grosse pierre qui va m'arrêter en bas. Ben, moi, je préfère aller dans un torrent qui a déjà été exploré par quelqu'un et qui vérifie que je n'aurai pas de mauvaise surprise. Mais il y a des gens qui foncent comme ça, ben, tête baissée. Mais ça, c'est un choix personnel. Et est-ce que tu as vu des projets où on sautait dans l'eau et on revenait sur le bord? C'est-à-dire le projet est mal engagé et les décideurs acceptent de prendre du recul, de repartir d'une page blanche, parce que ça demande énormément de recul une fois que tu as déjà engagé le projet. Bien sûr Est-ce que que j'ai ça vu te des dit projets ça? comme ça, mais ça, c'est le luxe des gens riches. Ils ont jeté des ressources par la fenêtre Mhm. et puis ils reviennent à la case départ et ils reprennent le même projet correctement et ça se passe bien cette fois. Mais Le luxe, c'est de pourquoi? faire à l'arrache. Pardon? Faire à l'arrache, c'est un luxe, puisqu'après, il faut refaire. C'est ça, je dis ça, c'est un luxe. Moi, je suis avare de mes ressources et donc j'essaie de les utiliser au mieux. Et c'est pour ça que je préfère me poser les questions en amont. Je peux faire une autre analogie par rapport à tout ça, c'est de partir en randonnée avec un guide et vous avez le choix entre 2 guides. Vous avez le guide version Rambo qui dit moi j'ai l'habitude, ça fait 30 ans que je connais la montagne, et pas de souci. Et puis vous avez le guide qui va regarder la météo, qui va faire un repérage avant, qui va voir qu'il y a un pont qui est en mauvais état et qu'il faut prendre du matériel pour le sécuriser, etc. Donc moi je préfère le deuxième, quoi. Je sais pas, chacun ses goûts, mais je, je n'ai qu'une vie. Notre illustre Claude demande, et fixer des points d'arrêt lors du projet lorsqu'on lève des inconnus. Alors, c'est exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure quand je parlais de go, no go. C'est-à-dire que quand on a la liste des inconnus, pour chacune d'entre elles, on va dire est-ce que cette inconnue, elle peut tuer le projet? C'est un no-go. Et dès qu'on rencontre le premier no-go, ben on s'arrête. Il ne faut pas continuer à dépenser des ressources parce que lever des inconnus, ça consomme toujours des ressources. Du temps, peut-être même de l'argent, mais en tout cas toujours du temps. Et c'est pour ça que c'est important de faire d'avoir cette rigueur en disant, je catalogue toutes mes inconnues, je décide quel est l'ordre dans lequel je vais les réduire, qui est le plus approprié, et
je mets des no-go pour m'arrêter le plus tôt possible et éviter de consommer des ressources pour rien. J'ai Hammer qui me demande, dans le cadre d'une start-up où on n'a pas le luxe de temps, combien de temps ou pourcentage de temps on peut mettre sur la gestion du projet et la planification des inconnus? Écoutez, l'analyse hip-hop pour identifier les inconnus dans un projet, elle va prendre 2 à 3 jours. Alors, je ne sais pas qui n'a pas ce temps. Ce qui prend énormément de temps, c'est de lever les inconnus. Mais les identifier, c'est au moins faire les choses en connaissance de cause. Après que je décide de partir tête baissée en disant j'ai vu cet inconnu, mais je fais confiance à mes tripes et j'y vais, ça, c'est un choix. Mais c'est pas de foncer tête baissée sans avoir même conscience de l'existence de l'inconnu. Donc, une start-up, elle doit avoir la lucidité d'avoir catalogué les inconnus. Et n'importe qui finance des startups, et moi j'en ai financé un certain nombre, je peux vous dire, alors, en tant que business angel, je me suis bien cassé la figure, et c'est parce que je me suis cassé la figure que j'ai appris l'importance des inconnus en amont. Et aucun investisseur, aucun business angel qui se respecte ne devrait mettre ses billes dans un projet dont il n'a pas conscience de toutes les inconnues. Parce que quand il va les découvrir après, ça va lui coûter très cher. Et il va être obligé de remettre la main dans sa poche pour sauver la première mise qu'il aura faite. Et on est entraîné comme ça. Donc, le meilleur remède contre cet entraînement, c'est justement de cataloguer les inconnus en amont. Ben, y compris pour les startups. Oui. Gil dit que lever les inconnus, c'est aussi un projet à part entière, en fait. Alors, c'est effectivement un projet à part entière. La levée des inconnus, c'est un projet. Et ce projet-là, il a besoin d'une certaine quantité de ressources. Mais si on n'a pas la quantité requise, il faut peut-être renoncer à ce projet de levée d'inconnus et, ou alors accepter de prendre le risque que certains inconnus restent non levés. Mais c'est la même chose que de faire une expérience scientifique, parce qu'est-ce que c'est qu'une expérience scientifique? C'est une manière d'obtenir de l'information et de savoir que je vais avoir besoin de, je sais pas, de 50 éprouvettes, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour expliquer l'idée, mais je n'ai de l'argent que pour 30, ben, ça ne sert à rien. Je dois avoir les 50 pour finir l'expérience. Donc, si on n'a pas toutes les ressources pour lever toutes les inconnus qui font partie du projet de levée d'inconnus, à un moment donné, on va se retrouver coincé. Donc, il faut s'assurer de les obtenir en amont ou être conscient qu'on ne pourra pas finir le travail peut-être et parier. Mais c'est un pari sur la comète. Alors, Gil adore ta norme, au point qu'il propose de faire un projet, on devrait lever des inconnus du projet de lever des inconnus. Il veut faire un méta-projet. Amen. Moi, ça me va. J'adore l'idée. Voilà. Moi, je vais donner une autre idée. Imaginez le nombre de projets lancés par des politiques avec l'argent des contribuables qui n'auraient pas dû être lancés et qu'on aurait pu arrêter si on avait fait preuve de rigueur suffisamment tôt. Et imaginez combien d'argent on économiserait et ce qu'on pourrait faire de constructif avec cet argent. Alors, on est en partenariat avec IBA France. Il y a des élections qui arrivent, donc je vais me mettre en mute. Hein. En France, on ne gaspille pas d'argent, je vois pas ce que vous dites. Ah, mais bien sûr, je ne parlais pas de la France, excusez-moi. Non, non, on Je se ne sent parlais, personnellement visé. je ne parlais que des pays à l'ouest de Civilisé. la France, c'est-à-dire les États-Unis, ces pays-là, quoi. Ouais. Les autres. Voilà, les autres. On gaspille pas d'argent, hein. Quand on a un problème, on arrive à créer d'autres problèmes pour oublier le premier problème. C'est
Ah, voilà, ça, effectivement, c'est un moyen de chloroformer les gens pour les J'ai empêcher une, de réfléchir. j'ai une question sur ton ordre de levée des inconnus. Il y a un Oui. projet dans le milieu anglophone qui est très célèbre. C'est une fameuse marque qui emballe des chocolats sur une chaîne de production. Ils se sont aperçus qu'une fois de temps en temps, la chaîne de production a un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Le chocolat n'arrive pas. Je ne sais pas si tu en as entendu parler de celui-là. Je l'ai entendu, mais je ne me souviens plus de la suite de l'histoire. Et, Ça va me revenir. Ouais. euh, et du coup, toute la chaîne de production s'arrête parce qu'il y a un emballage vide à chaque fois. Mhm. Donc, ils ont fait un beau projet dessus avec une balance qui mesure la chaîne de production pour pas être débuggée et partir en maintenance, s'arrête au moment où on s'aperçoit que la balance détecte qu'il y a un emballage vide. Et puis là, il y a un employé qui doit venir enlever l'emballage vide et puis relancer toute la chaîne de production. Donc, ils ont fait un super projet là-dessus qui a duré pas mal de temps, jusqu'à ce qu'un employé de la chaîne de production prenne un ventilateur à côté, le mette là et souffle l'emballage vide. Là, j'ai envie de dire, même à la levée des inconnus, on devrait passer quoi? Si on veut bien utiliser les ressources, on passe 1 heure sur le problème. Comment on Alors, détecte? je vais vous donner une citation de Einstein. Je ne sais pas si j'ai la diapositive avec moi. Deux petites Voilà, moi secondes. j'avais des questions, tu arrives avec des citations d'Einstein. Ouais, ouais, voilà. La question qui a été posée à Einstein est la suivante. Comment vous y prendriez-vous si vous aviez 1 heure pour résoudre un problème? Et la réponse, c'est je consacrerai 55 minutes à comprendre le problème, parce qu'après, ça sera très facile de trouver la solution. Et ce que la plupart des gens font, c'est exactement l'inverse. Donc, tant qu'on n'a pas bien compris le problème, on va venir avec des solutions comme celles que tu as décrites, qui sont des usines à gaz, alors que si on avait vraiment bien compris le problème, on aurait pensé au ventilateur beaucoup plus tôt. Donc, alors, je ne sais pas si Einstein a vraiment dit ça, mais ça fait tellement, ça sonne tellement bien quand on le donne dans une présentation. Ça fait. C'est classe. Alors, celle-là, je ne l'avais pas mise dans la présentation parce que je n'aurais pas le temps d'en parler, mais je suis un grand fan de l'idée de se poser des questions d'abord, de bien comprendre le problème. D'ailleurs, je le vois quand mes étudiants doivent répondre à un examen, il y a toujours un pourcentage trop significatif d'étudiants qui répondent à côté de la question parce qu'ils ne l'ont pas lu avec la rigueur et l'attention voulue. Donc, il faut toujours bien comprendre le problème au départ pour pouvoir y répondre correctement. Merci. On a une question de Hammer. Est-ce que la résistance des traditionalistes face à l'innovation est un no-go et comment gérer ce genre de situation? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle la résistance des traditionalistes. En fait, la résistance des traditionalistes, c'est qu'ils ont peur. Et c'est la peur de la nouveauté, du changement d'habitude, et ça relève du psychologique. Donc, il y a plein d'outils pour gérer les peurs, pour gérer les résistances, etc. Ça va au-delà de ma préoccupation ici. Donc, moi, je ne suis pas un expert en gestion des peurs. Euh, et la difficulté, parce que la peur, elle peut venir de plein de raisons. Elle peut venir parce qu'ils pensent ne pas être suffisamment compétents dans ce qu'on va leur demander par la suite. Ils ont peut-être peur de perdre une partie de leurs privilèges ou de leur pouvoir. Donc, selon la nature de la peur, on la traite de manière tout à fait différente. Donc, là, c'est tout un univers de questions et ça devrait faire l'objet d'un autre séminaire orienté psy. Voilà. Et j'ai Adeline qui est sur la même veine que Gil, qui nous fait, qui fait des méta-analyses en disant que c'est de la peur de l'inconnu. Tout à fait correct, Elle est exactement. très bien celle-là. Voilà. Mais la peur de l'inconnu, elle est souvent liée même au manque de confiance en soi et à sa capacité de rebondir face à des changements. Donc, ça touche des choses qui sont souvent très, très fondamentales. Ouais. Mais c'est juste peur de l'inconnu. Et donc de faire participer ces personnes dans les projets très activement. C'est une stratégie de gestion des résistances. Tout à fait juste. Ouais. Tout à fait efficace.
quelqu'un d'autre? Question. Moi, j'en ai une très courte. Quand il n'y a pas de questions, je me permets d'y aller avec les Bien miennes. sûr. Il y a des certifications là-dessus? Alors, pas encore, parce que la norme ISO que je vous ai présentée est une norme non certifiante et c'est une norme de guide. Et moi, je suis en train de mettre en place une certification de maîtrise du modèle hip-hop et des outils enfin, de la compétence à innover et à gérer les projets. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. C'est dans le pipeline. Ça arrive. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, moi j'en ai une. Et je vais vous demander de voter de nouveau avec votre pouce. Si vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps, ben, vous allez faire comme ça quand je dirai 3. Si vous avez le sentiment que ça vous a été utile, ben, vous faites comme ça. Puis si vous n'êtes pas au clair, ben, entre deux. Alors, je vais vous Il nous inviter à manque rallumer des caméras. vos Il nous caméras. manque Ça me des permet caméras. de vous découvrir. Merci. Bon, il y a Montrez-nous plein où de vous gens êtes. qui n'allument pas. Ben, sinon, mettez-le dans le chat. Voilà, ou dans le Si chat ou dans c'était le. utile, vous mettez un 3. Si c'était Non. inutile, vous mettez un 0. Puis sinon, vous mettez un et demi, quoi. Voilà. Parfait. Merci, merci beaucoup pour ce partage. Voilà, donc ça me permet d'avoir un retour de votre part sur la pertinence de ce que je vous ai présenté. Comme vous l'avez vu, moi je suis un passionné par le sujet et d'autres sujets d'ailleurs, mais ça me permet de savoir si ça donne envie à d'autres personnes de s'intéresser à la matière. Donc euh, voilà, je ne sais pas si Eva, tu as encore autre chose, si on les libère pour aller On est au bout, gentiment. hein. On est au bout. Merci à tous. C'était une super présentation. C'était passionnant. On Merci resterait beaucoup. encore à des heures et des heures. Je regarde juste si dans le chat tout le monde va bien. Oui, il y a beaucoup de remerciements. Ah, il y a encore une dernière question. Qui sont les artisans de cette norme? Alors, la norme, elle a été adoptée par 42 pays à l'unanimité, dont la France, dont la Suisse, dont les États-Unis, dont la Chine, dont des pays d'Amérique du Sud, des pays du Moyen-Orient, etc. Je ne les ai plus tous en tête, hein. Mais je peux peut-être juste dire comment une norme est élaborée. Eh bien, au moment où on décide de travailler, où ISO décide de travailler sur une norme, il envoie des invitations à tous les pays et chaque pays dit ça m'intéresse pas. Et si ça l'intéresse, le pays doit envoyer un expert ou mandater un expert de la matière pour venir débattre et rédiger la norme. Donc, il y a un premier expert qui donne un avis, qui donne une suggestion, etc. Puis il y a un débat et chacun vient avec son expérience, ses compétences, son savoir-faire et qui dit je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, jusqu'à ce qu'on se mette tous d'accord. Et c'est un processus incroyablement long. Moi, je représentais la Suisse dans ce processus et c'était un combat vraiment de tous les instants parce que on rédige un texte quand les experts se sont mis d'accord, le texte part dans tous les pays, chaque pays le confronte avec des spécialistes dans le pays qui n'ont pas participé au débat, qui donnent des commentaires, ça retourne au panel d'experts qui retravaillent le truc jusqu'à ce qu'à la fin, après 2, 3 allers-retours de ce type-là, il y ait un texte définitif qui a pris en compte les recommandations de tout le monde et ce texte est soumis au vote et chaque pays finalement dit on le prend comme ça ou on ne le prend pas. Donc, on a eu la chance d'avoir l'unanimité des 42 pays qui sont investis dans ce projet pour cette norme. Mais ça a été un gros travail. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Les prochains événements, s'il me semble, c'est le BA au bar sur Genève le prochain. Et il y a Lausanne aussi qui va arriver. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et en juillet également. En juillet, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire de juillet.
Merci beaucoup, merci Raphaël. Merci à vous. Si certains d'entre vous ont envie de travailler sur ces thématiques, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera toujours avec grand plaisir qu'on peut collaborer. Bonne route, plein de C'était succès et excellent. à bientôt. Un grand merci, Raphaël, et un grand merci, Eva, pour avoir facilité cette soirée. Et un grand merci à tout le monde d'avoir participé. Très, très bonne soirée. Bonne soirée, merci Au beaucoup. revoir.